Hello, my name is Marco Nievo, and I'm the CSO of CTF Europe. I wanted to welcome you to this info. Bonjour, je m'appelle Marco Nuevo, je suis le directeur scientifique de CTF en Europe et je veux vous souhaiter la bienvenue à cette masterclass INSTER. Au nom de tous les patients, je tiens à vous remercier tout particulièrement pour l'intérêt que vous portez à l'ANF. Avant de passer aux choses sérieuses, je peux vous donner quelques instructions concernant les questions. Vous pouvez poser vos questions en utilisant la boîte de dialogue pendant la masterclass. Nous préférions que vous posiez ces questions en anglais. Si vous avez des difficultés à formuler vos questions en anglais, je vous conseille d'essayer d'utiliser des traducteurs en ligne tels que Google Translate avant de les poser dans la boîte de discussion. Et si cela n'est pas possible pour vous, veuillez le faire dans votre propre langue et nous ferons le mieux de notre côté pour le faire traduire en anglais dès que possible. Alors, profitez bien de votre masterclass. Bonsoir, je suis le docteur Susie Henley, psychologue clinicienne au Guy's and St. Thomas NHS Foundation Trust à Londres, au Royaume-Uni, et je vais vous parler des défis émotionnels liés à la NF1, la NF2 et la schwannomatose. Je fais partie du Centre national de la NF à Guy's and St. Thomas. Il s'agit d'un service à vie pour les personnes atteintes de NF1, NF2 et de la schwannomatose. C'est un centre hautement multidisciplinaire et nous essayons d'offrir des soins holistiques. Nous nous occupons des personnes tout au long de leur vie, mais le service de psychologie lui-même s'adresse aux patients âgés de 16 ans ou plus. Et pour cette présentation, j'ai collaboré étroitement avec le docteur Thomas Plechko, le docteur Verena Rosenmar à Vienne, qui offre également un service de psychologie tout au long de la vie aux personnes atteintes de l'ANF. Et ils ont une expertise particulière pour les jeunes, le travail en famille et la neuropsychologie. À nous trois, nous couvrons donc toute la gamme d'âge de l'ANF et c'est ce que nous essayons de couvrir dans notre exposé d'aujourd'hui. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec un grand nombre de nos patients pour nous assurer que leur voix soit entendue. Les défis émotionnels et les problèmes de santé mentale peuvent souvent être très cachés et nous pouvons ne pas en avoir connaissance, à moins que nos patients ne nous fassent suffisamment confiance pour nous en parler. C'est pourquoi tout au long de ces présentations, j'ai inclus des citations et des expériences de patients afin de montrer l'expérience et d'expliquer ce que nous essayons de leur offrir et comment nous essayons de les aider. Et pour commencer, voici une magnifique peinture réalisée par une personne atteinte de la NF2. Il s'agit d'une personne qui a été opérée pour la NF2 et l'opération était nécessaire, mais cette personne s'est retrouvée avec de nombreux déficits après l'opération. Et c'est leur façon de dépeindre ce qu'ils ont ressenti et ce qui leur est arrivé. Et je veux juste souligner les mots ici, taken apart, donc démantelé. C'est ce que cette personne ressent après cette chirurgie. Et je pense donc que c'est une façon très forte de commencer cette présentation en gardant à l'esprit que ces conditions peuvent avoir un impact très important sur la santé mentale et le bien-être de nos patients. Et voici quelques citations pour commencer. Ce patient atteint de la NF2 dit « En plus de gérer les hormones d'un adolescent typique, je devais gérer la confusion de la perte auditive et la peur de la chirurgie. Alors, je me suis rébellé contre tout tout ce que je pouvais. Je suis devenue une adolescente furieuse et indisciplinée. Je refusais de parler à qui que ce soit de ma santé, de quelque manière que ce soit. » Voici une personne atteinte de la NF1 qui dit « J'ai l'impression que chaque fois que je franchis une étape importante, la NF me repousse. » Et un autre qui dit « Je pense à penser que ma vie ne s'améliorera jamais et la maladie me guette toujours. » Ou une autre dit « Je sais que les médecins ont dit que mon cerveau va bien, mais la maladie me guette toujours. » Et s'il grandit, et si quelque chose de grave arrivait. Donc, j'ai toujours ce genre de préoccupation à l'esprit. Et donc, avant de passer à la réflexion sur les spécificités, je voulais juste établir un peu le contexte et réfléchir à la raison pour laquelle nous parlons même de la santé mentale dans une condition de santé physique. Vous pouvez voir ici des informations provenant de King's Health Partners, une organisation britannique qui recueille des données à ce sujet. Et vous pouvez voir, par exemple, que 30% des personnes souffrant d'une affection physique de longue durée ont également une maladie mentale. Et au Royaume-Uni, et j'imagine que c'est comme ailleurs en Europe,
notre service de santé dépense 8 milliards de livres par an pour traiter les effets des troubles de santé mentale pour les maladies physiques. Alors nous pensons donc peut-être que nous avons le devoir moral d'essayer d'aider les gens, tout en sachant qu'il y a un coût financier si nous ignorons les problèmes de santé mentale chez les personnes ayant des problèmes de santé physique. Et ceci est juste une façon d'essayer de décomposer un peu cela. Donc, nous pouvons voir des personnes dont les problèmes de santé mentale semblent assez indépendants de leur santé physique. Mais on voit aussi l'inverse, donc, où leurs troubles mentaux sont intimement liés à leur santé physique. Un exemple très clair est celui des personnes souffrant de douleurs chroniques qui peuvent se sentir plus anxieuses et de mauvaise humeur que les personnes qui ne souffrent pas de douleurs chroniques. Nous pouvons également voir des personnes dont les problèmes de santé mentale peuvent exacerber des problèmes de santé physique. Ainsi, par exemple, si la santé physique d'une personne est atteinte et on leur a recommandé de faire de l'exercice ou de la physiothérapie, mais ils peuvent s'avérer très déprimés. Ils peuvent manquer de motivation et de stratégie pour s'engager dans ces activités qui les aideraient autrement. Ainsi, en particulier, lorsque les personnes appartiennent à ces deux catégories, le fait de s'attaquer aux problèmes de santé mentale peut améliorer les résultats tant en matière de santé mentale que physique. Nous en savons beaucoup sur la prévalence des problèmes de santé mentale dans la population générale, au niveau mondial, ainsi qu'au niveau individuel. Au niveau mondial, une personne sur 5 en moyenne est susceptible d'avoir un problème de santé mentale à un moment donné. Et dans la population générale en Angleterre, la prévalence des troubles de l'humeur et de l'anxiété au cours de la vie est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Et la prévalence des troubles mentaux courants a tendance à être plus faible dans les groupes d'âge plus élevés. Et ce, pour les deux sexes. OK, alors ici, vous voyez cette diapositive qui est un instantané des personnes que nous voyons dans le service de psychologie NF de Londres en décembre 2021. Maintenant, c'est juste un instantané à un moment donné dans le temps, mais je voulais juste donner une idée de la population avec laquelle nous avons tendance à travailler. Et ce graphique montre le pourcentage de patients répartis par diagnostic, âge et sexe. Donc, en ordonnée, nous avons le pourcentage et en abscisse, nous avons la catégorie d'âge. Notez que la catégorie 16 à 19 ans représente moins d'années que les autres qui couvrent 10 ans. Les couleurs bleues représentent la NF1, le bleu foncé pour les hommes atteints de NF1, le bleu pâle pour les femmes atteintes de NF1 et le violet pour les autres NF1, ainsi que les couleurs vertes représentent la NF2, le vert foncé correspond à la NF2 masculine et le vert pâle à la NF2 féminine. En ce moment, nous ne voyons personne atteint de schwannomatose. Ainsi, 90% de notre travail dans cet instantané concerne les patients âgés de 16 à 50 ans, bien que nous voyons aussi des personnes plus âgées. Et 15% de notre travail concerne les jeunes de 16 à 19 ans. Alors, dans l'ensemble du service, c'est-à-dire pour toutes les personnes inscrites au service de Londres à ce stade, 70% des patients étaient âgés de 16 à 50 ans et 9% étaient âgés de 16 à 19 ans. Donc, vous pouvez voir que dans le service de psychologie, nous voyons un nombre disproportionné de jeunes, vraiment entre 16 et 30 ans par rapport à l'ensemble du service. Et dans le service de psychologie, nous voyons environ 75% de notre travail avec des patients NF1 et environ 25% avec des patients NF2. Encore une fois, dans l'ensemble de ce service, il y a environ 84% des patients atteints de NF1, 9% de NF2 et 7% de schwannomatose. Nous voyons donc un nombre disproportionné de personnes atteintes de NF2 dans ce service de psychologie. Et nous voyons 22% d'hommes et 76% de femmes, 2% d'autres dans les services de psychologie. Et dans l'ensemble des services, nous voyons que 56% des patients sont des femmes. Donc, encore une fois, nous voyons un nombre disproportionné de femmes dans nos services. Cela dit, si vous pensez aux diapositives précédentes, à ce que nous savons de la prévalence des problèmes de santé mentale en général, il se peut que ce que nous constatons, cette représentation disproportionnée de personnes plus jeunes et de femmes, soit simplement représentative de la façon dont les problèmes de santé mentale se présentent dans la population générale. Donc, c'est peut-être largement représentatif de cette population générale.
Alors maintenant, je vais passer en revue certaines des difficultés de santé mentale que nous observons associées à la NF1, la NF2 et la schwannomatose. J'ai essayé de les regrouper, donc logiquement, mais il est très important de garder à l'esprit que beaucoup de personnes que nous voyons peuvent rencontrer plus d'une difficulté en même temps. Certaines de ces difficultés peuvent être assez chroniques et les personnes peuvent également présenter différents problèmes à différentes étapes de leur vie. Et encore une fois, je voudrais commencer par donner la parole aux patients. Alors, ce que les patients nous ont dit, de manière générale, sur leurs sentiments à l'égard de ces maladies, je me sens seul, fatigué, perte d'indépendance, d'estime de soi, isolement, anxiété, les gens ne comprennent pas, cacher la couleur est difficile, cela demande beaucoup de force mentale, ne pas être capable de contrôler, de maîtriser la maladie. Je n'avais pas de sentiment de contrôle avant la prise d'Avastine. Donc, encore une fois, il est vraiment, vraiment important de garder à l'esprit ce que les patients nous disent de leur expérience ici. La première catégorie que je vais aborder est celle des problèmes de développement neurologique. Et il s'agit principalement de problèmes que l'on rencontre dans la NF1. Mais il y a bien sûr des personnes dans la population générale qui peuvent également présenter ces problèmes. Et nous pourrions donc aussi les voir dans la NF2 et la schwannomatose. Nous savons que les troubles du spectre autistique et les troubles de l'hyperactivité avec déficit de l'attention sont plus fréquents dans la NF1 que dans la population générale. Et c'est particulièrement quelque chose qui, à mesure que les patients grandissent, peut amener les gens à dire que je pense que j'ai peut-être une de ces maladies. À fur et à mesure que les personnes prennent de l'âge, nous constatons que l'impact des difficultés liées à sa maladie peuvent être relativement plus importants, car les exigences de l'école et la vie sociale sont peut-être plus grandes. Nous savons également que dans le cas de la NF1, vous êtes plus susceptible que dans la population générale d'avoir une difficulté d'apprentissage spécifique. Je suis très conscient d'utiliser la terminologie anglaise ici. Donc, pour les difficultés d'apprentissage spécifiques au Royaume-Uni, nous parlons d'une performance dite proportionnellement faible dans un ou plusieurs domaines, mais pas d'un problème global. Nous parlons donc de difficultés telles que la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, peut-être une vitesse de traitement réduite, une mauvaise concentration, une mauvaise mémoire de travail. Encore une fois, il s'agit d'un problème qui peut ne pas être très apparent au début, mais à fur et à mesure que les exigences du milieu scolaire et professionnel augmentent, d'autres problèmes peuvent survenir en raison de ces difficultés et les gens peuvent commencer à trouver l'école ou le travail de plus en plus difficile. Et encore une fois, je suis conscient d'utiliser la terminologie anglaise du Royaume-Uni. Nous avons un trouble de l'apprentissage. Donc, au Royaume-Uni, le trouble d'apprentissage est diagnostiqué comme une difficulté de développement global et généralisée dans de nombreux domaines, l'éducation, mais aussi peut-être quelques difficultés avec l'indépendance ou les activités de la vie quotidienne. Et dans l'idéal, le diagnostic est posé avant l'adolescence, mais dans le cas où le trouble d'apprentissage est léger, cela peut passer inaperçu. Il arrive parfois qu'un jeune quitte la scolarité obligatoire sans qualification et sans soutien. Il est donc très important de garder à l'esprit que de nombreuses personnes atteintes de NF peuvent avoir besoin d'un soutien dans l'éducation ou le travail afin de réaliser leur potentiel académique et aussi pour les aider à s'intégrer correctement avec leur pairs et à construire des relations significatives. Je voudrais maintenant réfléchir à l'impact d'une déficience physique sur la vie quotidienne, sur la santé mentale des gens. Et encore une fois, voici quelques citations de patients. L'incapacité de participer à une activité physique est frustrante. Et c'est d'autres citations d'une personne atteinte de la NF2 qui a également perdu lui, mais qui dit perdre l'équilibre, la force des jambes, la vue et l'indépendance est le problème. De nombreuses personnes que nous voyons souffrent de douleurs chroniques, ce qui peut être handicapant et pénible à vivre et avoir un impact important sur la qualité de vie et donc sur l'humeur et la santé mentale. Un grand nombre des personnes avec lesquelles nous travaillons souffrent de handicaps sensoriels ou physiques. Par exemple, les personnes peuvent souvent avoir une mauvaise vision ou être enregistrées comme aveugles, une mauvaise audition ou être enregistrées comme sourds,
ou avoir des troubles de l'équilibre et des neuropathies. Et l'impact physique est donc à part d'un impact très important sur la vie sociale, l'indépendance, l'estime de soi et l'humeur. De nombreuses personnes ont des problèmes avec leur image corporelle. Et dans ces maladies, il y a beaucoup de différences objectives visibles, c'est-à-dire des différences visibles qui ne sont pas des interprétations erronées de leur corps, mais qui sont réellement visibles par tous. Des choses comme les tumeurs plexiformes, ou la petite taille dans la NF1, ou les problèmes d'équilibre ou de vision dans la NF2. Vous savez, chez beaucoup de patients atteints de la NF2, les gens pensent qu'ils sont peut-être ivres à cause de leur façon de marcher et de leurs problèmes d'équilibre. Et les personnes atteintes de NF2 en particulier peuvent avoir une paralysie du nerf facial qui les empêche de sourire ou d'interagir avec les gens. Et parfois, nous travaillons avec des personnes qui répondent aux critères d'un trouble de l'alimentation et il peut parfois y avoir des liens très clairs avec leurs troubles physiques. Ainsi, par exemple, j'ai travaillé avec quelqu'un qui disait, si je pèse moins, mon plexiforme paraîtra peut-être plus petit aussi. Il s'agit donc d'une idée fausse, mais qui incite cette personne à limiter et à réduire son poids. De nombreuses personnes de tout âge se souviennent des 20 premières années de leur vie où ils ont été victimes d'intimidation dans le cadre de leur éducation ou par leur père. En outre, beaucoup de gens ont du mal à accepter le fait qu'il s'agit d'un problème de santé à long terme. Ce n'est donc pas quelque chose que l'on peut guérir et en fait, dans la plupart des cas, cela va s'aggraver progressivement. Quelqu'un a donc dit, je suis fatigué de toutes les procédures et d'opérations chirurgicales, combien d'autres mon corps peut-il supporter? Et un thème vraiment commun à nos patients est de ne pas être capable de contrôler la maladie. Nous nous retrouvons donc à faire beaucoup de travail pour aider les gens à comprendre les conditions. En anglais, lorsque nous utilisons le mot tumeur, nous parlons médicalement d'une grosseur. Mais beaucoup de gens supposent qu'une tumeur est synonyme de cancer. Nous faisons donc beaucoup d'efforts pour expliquer que ce n'est pas le cas. Et un facteur très important dans ces conditions est qu'elles sont très variables et très imprévisibles. Et cela peut être très difficile à comprendre pour les gens et à apprendre à vivre avec. Nous travaillons beaucoup sur la gestion des traitements, en particulier chez les plus jeunes. Par exemple, pour comprendre la chirurgie et être capable d'y consentir, comment gérer le rétablissement. Et un problème très courant que nous rencontrons est celui de la prise de comprimés. Nous voyons certaines personnes qui ne veulent vraiment pas avoir à prendre des comprimés tous les jours. Nous voyons cela assez souvent avec certaines de nos analgésiques et également des personnes qui prennent des comprimés contre l'épilepsie. J'ai particulièrement travaillé avec des jeunes gens, des jeunes hommes, en fait, qui, après un certain temps, disent je suis en pleine forme et en bonne santé, je pense que mon cerveau peut probablement combattre l'épilepsie par lui-même maintenant, alors je vais simplement arrêter de prendre mes comprimés. Alors, il faut donc travailler avec eux pour comprendre comment ces comprimés, afin qu'ils comprennent comment ces comprimés fonctionnent et pourquoi nous leur demandons de les prendre tous les jours. Et puis, nous avons parfois le problème inverse. Vous savez, les gens éprouvent beaucoup de douleurs et beaucoup de gens essaient de gérer cela eux-mêmes, peut-être avec du et paracétamol et commencent à en prendre de plus en plus fréquemment. Nous travaillons donc avec les gens pour leur faire comprendre les pièges de ces méthodes et pourquoi ce n'est pas toujours la meilleure façon de gérer leur état de santé. Nous travaillons beaucoup sur la transition pour les jeunes au Royaume-Uni. Par exemple, une fois que vous avez atteint l'âge de la majorité, vous avez 18 ans et vous êtes censé être traité par des services pour adultes plutôt que par les services pédiatriques. Et cette période de transition est souvent entre 16 et 18 ans. Et pour une maladie à vie, cela peut être un défi pour un jeune qui, pendant la majeure partie de sa vie, a compté sur un parent pour parler à sa place et certainement sur un parent pour consentir à des traitements pour lui. Il faut donc aider les jeunes à parler à leur équipe de santé sans la présence de leurs parents et en particulier à penser à donner un consentement éclairé et assurer qu'ils sont prêts à s'approprier la gestion de leur santé. Un autre thème commun au travail avec les personnes atteintes d'une affection de longue durée est la tolérance à l'incertitude. L'intolérance à l'incertitude est une caractéristique transdiagnostique de nombreux problèmes de santé mentale, en particulier l'anxiété. Et pour continuer, nous devons parfois penser au cancer et à la fin de vie de nos patients.
Alors parfois, les tumeurs sont malignes. Nous essayons de travailler aux côtés des services de cancérologie qui s'occupent médicalement de nos patients et nous essayons de soutenir les patients à travers ces interventions et ces traitements. Il se peut également que nous découvrions que les tumeurs sont bénignes mais non traitables et qu'elles peuvent limiter le pronostic vital, en particulier les tumeurs cérébrales de la NF2. Et là encore, nous nous efforçons de soutenir ces patients. Nous pourrions également nous adresser aux familles en espérant pouvoir leur offrir un soutien et les orienter vers un soutien à la fois lorsque les patients approchent la fin de leur vie et pour les familles après le décès d'un patient. Et maintenant, en pensant un peu plus au système plus large, nous sommes souvent appelés à aider et à penser à l'impact de l'ANF sur la famille, les amis et les relations. Voici donc quelques citations. Voici une femme qui dit: «Je n'ai pas été capable de lui donner, donc son mari, ce que je devrais en tant qu'épouse et je me sens constamment coupable.» Ou quelqu'un d'autre qui dit: «Dans notre famille, l'ANF est une mauvaise chose et nous évitons d'en parler.» Nous constatons donc souvent que les gens viennent nous voir, bon, des jeunes adultes, pour chercher à comprendre les implications génétiques de ces maladies. Ils peuvent vouloir être informés des options de reproduction, en particulier s'ils ont un nouveau cœur et qu'ils commencent à être à un moment de leur vie où ils réfléchissent à leurs propres options pour fonder une famille. Nous voudrions soutenir le prélèvement d'ovules chez les jeunes femmes, NF2, à qui l'on a proposé l'Avastine. Souvent, les personnes qui viennent nous voir sont très anxieuses à l'idée de dire à un partenaire potentiel qu'elles sont atteintes d'une maladie héréditaire. Et comme je l'ai montré dans les citations, il y a beaucoup de culpabilité quant aux impacts sur les partenaires et la famille, en particulier chez les personnes qui voient qu'ils ont passé de la maladie à leurs enfants. Et il y a souvent un récit familial assez difficile autour de la NF. Ainsi, dans les familles où la NF a été transmise sur plusieurs générations, cela peut avoir un impact très important sur les patients lorsqu'ils regardent autour d'eux et ils voient ce que la NF a fait aux autres membres de la famille et comment la famille a essayé d'en parler, de d'y faire face. Et je dois dire que ce n'est pas seulement le rôle d'un professionnel de la santé mentale. Nous recevons beaucoup d'aide de la part des infirmières, des généticiens et d'autres conseillers qui soutiennent ce type d'informations et aident les patients à prendre ces décisions. Et enfin, je voulais juste penser à la santé mentale de manière plus générale. Voici un patient qui dit: «C'est épuisant. Parfois, il est plus facile de tout éviter.» Donc, nous voyons beaucoup d'anxiété et de mauvaise humeur chez nos patients, et c'est très commun chez les patients NF, donc ce n'est pas réservé aux patients NF. Nous voyons des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, des personnes ayant des problèmes d'image corporelle plus subjectifs ou des personnes qui ont objectivement une très bonne apparence. Nous voyons des personnes souffrant, par exemple, des troubles obsessionnels, compulsifs, des personnes qui ont des problèmes d'image corporelle plus subjectifs que d'autres, qui objectivement ont l'air très bien et qui n'ont pas de signes extérieurs de l'ANF, mais qui peuvent développer une dysmorphie corporelle et leurs propres préoccupations concernent leur corps. Nous voyons des personnes souffrant de troubles de l'alimentation et là encore, des liens avec l'ANF ne sont pas toujours clairs. Mais il y a peut-être, par exemple, des troubles de l'alimentation chez les patients non atteints de l'ANF et quand pour une population, nous voyons des personnes qui ont subi des traumatismes ou des abus et nous parlons à des personnes qui sont à risque, c'est-à-dire qui risquent de s'automutiliser et qui ont des pensées suicidaires et qui abusent des difficultés substances. Le soutien en santé mentale qu'ils obtiennent par le biais de leur équipe de santé physique est peut-être la première fois qu'ils parlent de leur santé mentale. C'est peut-être le seul professionnel avec lequel ils ont établi une certaine confiance pour parler de ces difficultés. Ainsi, même lorsque nous voyons ces problèmes qui ne sont pas vraiment liés à l'ANF, il est vraiment important d'en être conscient, d'y penser et de faire preuve de patience pour les traiter comme des sujets importants et les aider à avoir et à obtenir le soutien nécessaire. Ainsi, dans l'ensemble, les personnes atteintes de NF signalent une vaste gamme de difficultés de développement neurologique et de santé mentale. Comme j'espère l'avoir montré, beaucoup d'entre eux peuvent être compris dans le contexte de l'état de santé physique et d'autres pourraient se développer pour d'autres raisons, mais ils pourraient avoir un impact sur la santé physique de notre patient ou ils pourraient être eux-mêmes impactés par l'état physique de notre patient.
Donc, pour la dernière partie de ceci, je veux maintenant réfléchir à la meilleure façon de répondre aux besoins en santé mentale de nos patients et leurs familles. Et je vais montrer quelques modèles de la façon dont cela pourrait fonctionner et réfléchir également aux compétences et aux connaissances dont nous pouvons nous doter et doter toute notre équipe de santé physique afin de s'assurer que cela se produise. Et encore une fois, fondons cela sur ce que nos patients nous disent. Je pense que le service de conseil devrait être disponible pour notre famille immédiate, notre famille proche. Quelqu'un d'autre dit, j'aurais pu faire appel à une personne ou un service indépendant pour parler, mais cela ne m'a jamais été offert. Et c'était dans les années 90, avant la création de la clinique NF. Il est si important pour les professionnels, pour que les professionnels remarquent que quand quelqu'un a besoin de ce soutien, quelqu'un de NF1 a dit, c'est grâce au soutien en santé mentale que je suis capable d'accepter le soutien physique dont j'ai besoin, plutôt que l'état d'esprit que je ne suis pas différent. Les problèmes physiques et mentaux font partie de cette maladie. Quelqu'un d'autre a dit, je pense que les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de la NF schwannomatose doivent être relevés par des personnes qui comprennent ces conditions. Et sur cette diapositive, j'ai essayé de montrer comment nous pouvons faire fonctionner cela au mieux en prenant soin des problèmes de santé mentale et nos patients en leur apportant le bon soutien. Donc, la première chose qu'il faut vraiment souligner, c'est que ce type de soutien doit durer toute la vie, même si quelqu'un n'a pas de problème de santé mentale. Nous devons simplement s'en rendre compte. Ou peut-être à un moment donné plus tard, il pourrait avoir ce problème et donc c'est quelque chose que nous devons revoir et prendre en compte. Donc, une partie très importante de ce que nous pouvons faire est de poser des questions sur la santé mentale à chaque visite. Et je vais continuer de développer des points sur la façon avec laquelle on pourrait adresser cela. Il est également essentiel que tout le personnel clinique soit en mesure de signaler ou de donner des informations utiles. Nous n'avons pas tous besoin d'être informés ou d'être des experts en santé mentale, mais nous devrions être en mesure de connaître les autres ressources disponibles et d'avoir des conversations ouvertes auprès de nos patients sur la façon dont ils pourraient obtenir de l'aide supplémentaire. Je pense que c'est possible. C'est très utile d'intégrer un service de psychologie dans votre clinique de santé physique. Je vais continuer à en parler un peu plus davantage. Il est également très important de savoir quels sont les services de santé mentale spécialisés que vous pouvez avoir autour de vous dans votre système de santé, de favoriser de très bons liens avec des services afin que vous puissiez vous y référer lorsque le problème de santé mentale est différent ou trop grave et a besoin d'être pris en charge par des services spécialisés. En parallèle à tout cela, il est très important de gérer des risques de la santé mentale à chaque étape et j'en parlerai un peu plus également. Pensons donc maintenant au concept d'accompagnement tout au long de la vie des patients et leurs familles. Alors tout d'abord, pensez au moment du diagnostic et bien sûr, cela peut être un jeune âge, ça peut être un âge plus avancé, mais il est très important d'avoir une approche multidisciplinaire qui inclut la psychologie et la réflexion sur la santé mentale afin que nous puissions stabiliser et soutenir la famille dès le départ. Parfois, c'est vraiment bien d'avoir des psychologues dans l'équipe, non pas parce que nous essayons de, entre parenthèses, pathologiser ou de nous concentrer sur des choses qui ne vont pas, mais pour promouvoir la résilience, pour parler des stratégies et des forces de cette famille ou que cette personne ou de la personne en question pour que nous puissions nous appuyer et les faire avancer. Lorsqu'une personne atteint l'âge d'un enfant, il est vraiment important de faire une évaluation développementale et neuropsychologique. Peut-être vers l'âge de 4 ou 5 ans, cela peut être important pour détecter d'éventuels retards et donc de démarrer une intervention à tout moment opportun. Et puis, tout le long de l'enfance encore, c'est vraiment utile d'avoir des bilans réguliers. Cela peut inclure des évaluations neuropsychologiques à différents moments en fonction des besoins de l'enfant. Puis, à nouveau, dans une étape ultérieure, si nous découvrons qu'il existe un besoin, nous pouvons mettre en place des conseils d'intervention pour essayer de réduire les désavantages éducatifs et promouvoir le soutien dans ces contextes éducatifs. Et aussi, pensez aux relations auprès des pairs que l'enfant est en train de développer. Donc, par exemple, promouvoir la reconnaissance et la régulation émotionnelle, aider les gens à bien s'intégrer auprès de leur père.
Au fur et à mesure que la personne prend de l'âge, nous commencerons simplement par quelques citations ici afin, quand quelqu'un dit « dans mon adolescence, j'ai décidé que si je ne m'intégrais pas, je ne le ferais vraiment pas. Je ne m'intégrerai pas et je vais essayer de rester ou de bien faire. » Et puis quelqu'un d'autre qui a dit « j'ai aussi un peu d'estime de soi et j'ai supporté des relations horribles juste pour avoir quelqu'un, juste pour que je puisse m'intégrer et respecter les normes sociales. » Pensez à ce que vous allez proposer aux adolescents ou aux jeunes adultes. J'ai déjà fait allusion à la façon dont nous soutiendrons, par exemple, la transition vers les services pour adultes. Mais encore une fois, gardez vraiment l'accent sur la façon dont l'ANF peut avoir un impact sur la vie sociale et les relations au fur et à mesure, dans le cadre scolaire par exemple, pour que ceci puisse devenir important. Et puis des choses comme l'intimidation, les examens, préparation aux examens, et puis autre chose. Et puis à l'âge adulte, on pourrait aussi penser à la façon dont nous pourrions soutenir les gens dans le cadre du travail, favoriser l'indépendance, aider dans les relations et aussi toutes les choses qui ont une relation avec les maladies à long terme, puis fonder leur propre famille, et puis des besoins en relation avec les besoins émotionnels. Donc, vous avez vraiment besoin de regarder cette durée de vie du patient et à la façon avec laquelle vous pouvez les aider à tout moment et dans les moments différents aussi. Donc, plus tôt, j'ai mentionné le concept de poser des questions sur la santé mentale à chaque visite. C'est très important. Et tout le personnel clinique peut être formé pour se sentir en confiance pour le faire. Ce sont des questions comme « Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous allez bien? Comment allez-vous ?» Ou vous pouvez utiliser des outils de dépistage tels que, voici quelques-uns qui sont qui sont utilisés au Royaume-Uni. Le GAD7, le PHQ9, le HADS et le CORE10. Je suis sûre que certains d'entre eux ont validé des traductions dans quelques langues. C'est vraiment important pour que si quelqu'un vous fasse visite, une visite rapide à la clinique et qu'il ne voit qu'un ou deux professionnels, encore une fois, cela pourrait être une chance pour lui vraiment de vérifier sa santé mentale. Vous n'avez pas bien sûr, ceci aide à normaliser et valider les expériences que ces personnes peuvent vivre et ouvrir la porte à leur offrir un peu plus de soutien. Par conséquent, il est vraiment important que nous renforcions la confiance du personnel pour parler de santé mentale. Ce n'est qu'un exemple de certaines compétences que tout le monde possède. Probablement que tout le monde auquel certaines personnes n'ont pas pensé, mais c'est utile dans le cas de ces compétences en relation avec la santé mentale. L'écoute active, être attentif, ne pas porter de jugement, tout ça c'est important. Vraiment donner du temps, ne pas presser quelqu'un et vraiment montrer que vous écoutez. Validation du problème, donc dire quelque chose comme tel, c'est tout à fait compréhensible que vous vous sentiez de la sorte, la normalisation peut être vraiment, vraiment puissante. Beaucoup de gens supposent qu'ils sont la seule personne à se sentir d'une certaine manière et qu'ils peuvent se sentir très seuls, un peu étranges. Ainsi, on doit être capable de dire à quelqu'un, c'est assez normal que les personnes atteintes de NF puissent se sentir de la sorte, ou beaucoup de personnes nous disent qu'ils ressentent cela. Ça peut être très rassurant. Remarquez les points forts de ces gens. Donc, votre équipe, vous travaillez en pensant à la santé mentale, ne consiste pas toujours à relever des problèmes ou poser des difficultés, des questions sur la difficulté. Ça peut être utile de remarquer quand les choses vont bien et d'en parler aussi. Alors, dire quelque chose comme « Vous avez vraiment fait bien en venant ici à la clinique aujourd'hui quand vous vous sentiez déprimé » ou « Oh, c'est super que vous ayez pu nous expliquer ce que vous avez pu sentir et que nous puissions vous aider. » Enfin, il est important de donner l'espoir à ces gens. Quelque chose comme « Je vois que vous vous sentez déprimé, mais il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour vous aider. » Donc, autre chose que nous pouvons équiper le personnel avec, c'est signaler, envoyer des informations écrites que nous pouvons leur donner. Donner aux gens des informations écrites sur leurs conditions physiques, sur leurs besoins en santé mentale. Pour certaines personnes, ceci peut être tout ce dont elles ont besoin, ou peut-être qu'ils peuvent aller à un niveau plus supérieur et puis gérer la chose et réfléchir. Donc, il y a un lien web ici qui est un très bon service de santé britannique. C'est un site d'auto-assistance en anglais, une gamme de brochures et des problèmes de santé mentale très courants. Je l'ai mis simplement ici parce que c'est utile. Vous savez, des gens qui sont confiants en anglais
Et puis, peut-être que vous pouvez ça peut encourager des gens à rechercher s'il existe des moyens similaires dans leur contexte. Des panneaux vers d'autres services aussi peut être très utile. Il est donc important de savoir ce qui est disponible de votre service et de le lier à votre environnement, ce qui est le service local de thérapie ou de santé mentale et comment ces patients peuvent y accéder. Vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour apporter le soutien de santé mentale, mais vous pouvez jouer un rôle prépondérant pour aider votre patient à accéder à ce soutien. Par exemple, en Angleterre, pas dans tout le Royaume-Uni, mais en Angleterre, les patients peuvent en fait s'y adresser ou s'adresser eux-mêmes à un service de santé locale en parlant de thérapie. Jetez un coup d'œil à votre secteur associatif, par exemple, ou à tout organisme de bienfaisance qui travaille dans l'ANF. Ainsi, au Royaume-Uni, par exemple, nous avons Nerve Tumors UK, nous avons la CTF et nous avons une grande organisation appelée Change in Faces qui travaille auprès des personnes ayant une difficulté physique. Ainsi, être en mesure d'orienter les patients vers ces types de ressources peut être très utile. J'ai mentionné plus tôt le concept d'intégration d'un service de psychologie clinique dans votre clinique NF et j'apprécie que ce ne soit pas toujours possible, mais là où c'est le cas, cela peut être une ressource vraiment utile. Cela rend le travail de santé mentale très accessible aux patients qui viennent quand même à l'équipe de santé physique pour leurs examens, leur bilan et ils peuvent voir un psychologue le consulter en même temps. Il normalise ce concept selon lequel les soins de santé mentale font partie intégrale et importante des soins de santé physique. Ce ne sont pas deux choses distinctes. Cela facilite en outre vraiment la communication et la compréhension au sein de votre équipe multidisciplinaire. C'est une belle façon de modéliser qu'il y a tellement de liens entre la santé mentale et la santé physique plutôt que de les séparer. Voici une citation la citation qui dit « Quand j'ai des problèmes d'estime de soi à propos de mon moi physique, j'ai besoin de soutien sur cette question. » Cela aide vraiment s'ils peuvent la relier à l'ANF. Il y aura une meilleure compréhension. Et tous les patients que nous parlons soulignent à quel point il est important pour eux que les professionnels de santé mentale comprennent également leur état de santé physique. Donc, dans cette prochaine diapositive, je vais simplement passer en revue certains types d'interventions qu'un psychologue ou un conseiller peut offrir. Ainsi, certaines interventions courtes ou de niveau assez bas pourraient être des panneaux de signalisation, simplement normaliser l'idée de psychologue, donner des informations, consulter des médecins généralistes ou des médecins de famille ou d'autres professionnels en la matière pour faire connaître aux patients d'autres services locaux ou bénévoles qu'ils pourraient avoir à leur disposition. Il peut être très utile de faire de la psychoéducation, donc de l'enseignement sur la condition, sur les impacts sur la santé mentale. Prenez tout le temps de comprendre ce que le patient ou la famille ne connaît pas ou ne sait pas et travaillez auprès d'eux pour trouver des réponses. Une autre chose que nous faisons tout à fait, est en particulier auprès de notre population plus jeune et de gérer la recherche d'informations. Donc, aidez-les vraiment à faire attention à la façon dont ils pourraient utiliser les médias sociaux, Internet et assurez-vous qu'ils trouvent leur information auprès de ces sources fiables. J'ai beaucoup discuté de transition afin que nous puissions à nouveau rencontrer les jeunes, participer à des cliniques et transitions. Et nous pouvons faciliter beaucoup au terme de soutien par les pairs. Donc, dans nos cliniques, nous essayons de gérer des groupes de patients. Il est toujours possible de gérer des groupes de soutien familial, d'aider les gens à rencontrer des gens, d'autres personnes qui sont dans une situation similaire. Ce qui est très puissant. Et maintenant, pensez-vous à certaines interventions psychologiques qui pourraient être un peu plus longues ou de niveau supérieur. Donc, en pensant à la neuropsychologie, établir la cognition de base avec des évaluations répétées, nous pouvons voir s'il y a des changements dans la cognition, nous pouvons proposer des stratégies de soutien et un sujet à faire beaucoup de liaisons avec les milieux de l'éducation et du travail sur la meilleure façon de soutenir les gens et surmonter les difficultés existantes. Nous pouvons en outre proposer des thérapies par la parole. Par exemple, dans notre service, nous proposons souvent des thérapies cognitivo-comportementales, une thérapie d'acceptation d'engagement. Cela peut être face à face, individuel ou être limité dans le temps. Donc, nous aurions donc une série de sessions.
nous formulons des problèmes essayons de voir la façon de déterminer quels facteurs influenceraient et quel impact il existe. Nous serions d'accord, par exemple, dans certaines situations, de discuter des objectifs et nous travaillons pour les atteindre. Et puis, dans notre service, nous offrons occasionnellement un travail de soutien plus long. Cela produit particulièrement avec certains patients NF2, pré- et post-chirurgie, donc en quelque sorte les soutenir à travers le changement et toutes sortes de difficultés physiques qui pourraient en résulter. Une autre partie très importante est lorsque nous ne sommes pas les bonnes personnes ou les personnes adéquates pour offrir le soutien afin de reconnaître les besoins en santé mentale. Ceci nécessite et que ça nécessite une intervention plus spécialisée. Donc, typiquement, certains exemples dans notre service pourraient être quelqu'un qui a un trouble d'alimentation, un trouble de la psychose ou bien quelqu'un qui a des tentatives suicidaires ou d'automutilation. Nous ne nous en occupons pas directement, mais au sein du service NF, mais nous travaillons beaucoup pour assurer la liaison, pour référer l'équipe locale et à la de santé mentale qui a des connaissances spécialisées en la matière. J'ai également mentionné qu'il est vraiment important de gérer les risques pour la santé mentale à chaque étape, de sorte que de nombreux patients que nous voyons en des périodes où souhaitent être morts. Et la plupart d'entre eux nous disent des choses sur leurs pensées, mais beaucoup de fois, ils nous disent, vous savez, j'aimerais juste pouvoir me réveiller ou bien me coucher un soir et ne plus me réveiller le lendemain matin. Ce sont des pensées difficiles à gérer. Il est vraiment important que nous posions des questions à leur sujet, que nous sachions quoi faire pour les soutenir. Mais cela peut être vraiment très effrayant. Il y a des gens qui ont tendance souvent à éviter, donc ils s'inquiètent, ils ont tendance à éviter ce genre de problème. Donc, il est très important de former et de renforcer la confiance de l'équipe autour de nous. Vous savez, les gens peuvent se sentir vraiment déprimés et il faut être confiant pour poser des questions sur le suicide, sur l'automutilation et les risques pour les autres. Il existe de bonnes formations disponibles pour le personnel qui n'est pas un professionnel de la santé mentale, mais qui peut aider et se sentir en confiance en posant des questions, en sachant quoi faire avec les réponses. Certainement, dans la façon dont le système de santé britannique est mis en place, nous avons une équipe de psychiatres incroyables autour de nous. Et dans notre milieu hospitalier, ils viennent nous aider auprès de notre patients et nous travaillons également en étroite collaboration auprès de généralistes, de médecins, de familles pour assurer la sécurité de nos patients. Et le dernier, mais non le moindre, nous pouvons faire beaucoup de liaisons, de consultations pour que nous puissions travailler beaucoup sur les milieux d'enseignement ou de travail en particulier auprès de conseillers dans les milieux, afin de les aider à comprendre l'impact que la NF peut jouer et aussi qui sont en mesure de donner une intervention en santé mentale et pour soutenir la personne. Nous pourrons demander aux psychologues scolaires d'évaluer et de soutenir en termes d'apprentissage. Quand j'ai mentionné, nous travaillons en étroite collaboration auprès des médecins de famille et des équipes locales pour gérer les risques et nous faisons beaucoup de références en Royaume-Uni. Donc, nous référons au service de l'ensemble si le patient est moins de 18 ans, si la personne est à plus de 18 ans, nous avons des soins primaires et donc une thérapie par la parole qui est offerte et nous travaillons également avec des équipes très spécialisées qui peuvent soutenir les personnes ayant des difficultés spécifiques. Donc, c'est une partie utile de ce que nous pouvons faire et de connaître les autres équipes et services qui sont disponibles pour obtenir le soutien dont ces patients ont besoin. Pour les dernières diapositives, je voulais simplement donner quelques exemples de la façon dont cela peut fonctionner dans la pratique. Mais donc, dans cette diapositive assez chargée, je vais la parcourir graduellement. Donc, c'est un service de psychologie qui est mis en place et intégré au sein de notre équipe clinique NF. Donc, au niveau supérieur, niveau 1, nous encourageons tout le personnel à poser des questions sur la santé mentale de chaque visite. Donc, vous sentez-vous inquiet ou déprimé? Comment allez-vous? Et si la personne dit non, alors, très bien, nous n'avons pas besoin d'agir davantage, mais nous sommes conscients que cette réponse peut changer avec le temps et nous reposerons à nouveau la question au moment de la prochaine visite. Si le patient dit « oui, je me sens un peu inquiet ou déprimé », encore une fois, tout le personnel doit se sentir en confiance pour faire ses compétences d'écoute actives, pour normaliser, pour faire preuve d'empathie et pour donner des informations écrites ou peut-être expliquer aux patients qu'ils peuvent toujours avoir accès à une thérapie par la parole et leur expliquer graduellement comment cela se fait.
Maintenant, si le patient essaie et qu'il est toujours déprimé, nous pouvons monter au niveau supérieur. Donc, l'une des choses que nous pouvons déployer au cours de ces 2 dernières années, c'est avoir recours aux interventions de groupes dirigés par un psychologue, mais aussi faire le MDT, la MDT en particulier, à travers les infirmières, les kinés, les médecins. Et nous pouvons couvrir certaines choses pour gérer le stress, vivre avec une maladie à long terme, le mode de vie, et puis adapter à la NF et regarder toutes les dimensions. Maintenant, si cela ne s'améliore pas ou le groupe ne convient pas tout simplement à cette personne, nous offrons alors des interventions plus intensives, un travail individuel auprès du psychologue adapté à l'individu. Et encore une fois, si cela n'aide pas à grand-chose, nous pourrions le soumettre à une supervision et nous pensons à une intervention plus spécialisée où nous orientons vers un autre service de santé mentale pour obtenir le soutien nécessaire dont le patient a besoin. Et c'est juste pour essayer de penser un peu plus large parce que pas tout le monde peut avoir accès à ce service en place. Donc, juste en pensant au centre, au cœur de tout cela, nous avons le patient et la famille. Le patient aura un médecin de famille ou probablement une éducation, un autre milieu de travail. Une fois qu'il est établi que la personne est atteinte de NF, ils auront besoin d'une équipe de santé physique qui s'occupe d'eux dans une sorte d'hôpital ou d'établissement de soins. Tout va bien pour l'instant. Alors, ce qui manque dans l'image, c'est cette réflexion sur la santé mentale et l'image complète. Si nous sommes en mesure d'avoir un psychologue NF intégré dans cette équipe ou dans le cadre de ce milieu hospitalier, c'est une autre dimension d'aide que le patient de famille peut y avoir accès. Et le psychologue NF pourrait aussi être comme une sorte de lien ou de pont entre la famille et le patient pour accéder à un soutien spécialisé en santé mentale. Donc, en résumé, j'espère avoir couvert ce concept selon lequel la santé mentale et la santé physique sont entreliées et que, par conséquent, de nombreuses personnes atteintes de la NF auront des besoins en santé mentale tout au long de leur vie. Les besoins en santé mentale peuvent être adressés, abordés et évalués dans le cadre d'une grande équipe multidisciplinaire et en collaboration avec les familles et auprès du secteur de l'éducation et d'autres équipes de santé mentale dans le secteur et le secteur bénévole. Je pense qu'il est vraiment important que nous intégrions ces soins d'évaluation de la santé mentale et les interactions que nous pouvons avoir auprès de nos patients NF et leurs familles. Un dernier mot, va à un des patients qui dit « Et si les professionnels pourraient simplement s'arrêter et réfléchir? Si c'était moi, de quoi aurais-je besoin? Comment me sentirais-je? Comment puis-je faire en sorte à ce que ce moment et cet instant-là soient un peu plus faciles? Cela rendrait les choses plus faciles et ferait une différence. Merci encore une fois de votre écoute. Merci à tous les patients et les familles qui nous apprennent tant. J'ai laissé nos adresses e-mail en bas. Nous serons très heureux de répondre à tout questionnement et rester en contact avec nous pour toute question. Merci encore une fois. Bien, merci beaucoup de participer à cette discussion. C'est très important pour toute la communauté NF1. Et je constate que vous traitez en fait de différentes catégories d'âge. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu des approches différentes? Et d'abord, le docteur Henry, est-ce que vous pourriez commencer? Et ensuite, votre collègue pourra enchaîner. Eh bien, je vous remercie. Oui, moi-même, je couvre de toute personne de plus de 16 ans. Et à ce stade, bon, on a déjà abordé dans la présentation, on a déjà vu les différents aspects. Nous voulons trouver différentes approches thérapeutiques, aider les personnes à vivre, à gérer leur anxiété et leur humeur, de tolérer leurs conditions, une condition qui est souvent une condition à vie. Docteur Plechko? Oui, je vous remercie. Je travaille essentiellement avec des jeunes enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 16 à 18 ans. Et bien sûr, à ce jeune âge,
Nous traitons de la phase de diagnostic et comme on l'a déjà abordé, il y a différentes questions quand on parle de cela, les différents défis émotionnels autour de comment faire face au diagnostic et les difficultés aussi pour les parents. Et nous traitons les différents aspects, nous mettons l'accent surtout sur les aspects neuropsychologie. En d'autres mots, nous travaillons sur les aspects de développement neuropsychologique pour cette tranche d'âge. Nous cherchons à conseiller les différents patients ainsi que les parents comment faire face aux différents défis du fait de différents déficits de- face à la vie. Bon, très bien. Nous voyons qu'il y a certaines questions qui ont été posées. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'éventail de gravité pour les différentes conditions ASD pour les adolescents atteints de NF1? Donc, quelle est la prévalence de l'ASD et est-ce qu'en général, c'est pas très grave ou plus extrême? Je vais d'abord commencer avec le Dr Henry. Moi-même, bon, je ne sais pas la prévalence, mais nous voyons toute une gamme, tout un éventail. Il y a certaines personnes qui ne vont pas donc satisfaire différents critères spécifiques ou formels pour la SD. Mais par contre, on voit qu'il y a différents problèmes cependant dans leur interaction et qui ont besoin donc d'un certain soutien. Et d'autres, par contre, d'autres patients qui sont ainsi diagnostiqués et en même temps, ils peuvent obtenir un certain soutien d'un service spécialisé dans ces conditions ASD. Donc, nous voyons en fait un éventail assez large de personnes sur ce spectre. Dr Pleshko, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, si vous permettez. Différentes études ont abordé de gamme d'environ 15 à 20% et 10 fois plus donc pour la population générale. Mais en même temps, il y a un certain débat en cours si c'est associé à le comportement est associé avec la NF ou si il y a d'autres aspects, si c'est d'autres troubles à part la NF. C'est bon? Merci. Une autre question. Est-ce que est-ce qu'on peut identifier différentes ben, indicateurs qui peuvent prévoir un peu la qualité de vie comme le résultat primaire pour les familles et les enfants atteints de NF1. Je pense que dans les dernières diapos, on a vu les différents types de soutien pour comment renforcer cette résilience. Un autre aspect, bien sûr, c'est si il s'agit d'une NF familiale, si les parents eux aussi sont atteints. Et le troisième aspect, c'est bien sûr la gravité des symptômes, gravité des traitements reçus par le patient. C'est les différents facteurs donc, qui peuvent vous permettre de prévoir la qualité de vie. Bon, je vais passer à la question suivante. Oui, mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Tout à fait d'accord avec mon collègue. Dans une présentation, on a vu que la gravité des symptômes objectifs ne sont pas toujours visibles et une personne qui a très peu de neurofibromes visibles peut bien réussir et d'autres personnes qui, par contre, ont toutes sortes de symptômes, peuvent avoir toutes sortes de difficultés pour faire face à cela. Donc, je crois que c'est intéressant de voir comment ça peut être associé avec différents symptômes, l'impact subjectif et parfois peut être plus utile pour prévoir la qualité de la vie. Est-ce qu'il y a eu différentes études sur la qualité de vie pour différentes catégories de patients? Nous, on se sert de, de- des indicateurs qualité de vie pour la NF2 au Royaume-Uni qui couvrent différents types de présentations. Théma, je ne sais pas si vous vous servez de d'autres types de résultats. Nous nous servons du questionnaire allemand et
Je suis tout à fait d'accord. Nous avons différentes mesures de la qualité de vie. Et que certains sont spécifiques à l'ANF, mais d'autres sont plus larges dans leur évaluation. Question suivante. Alors, quelles sont les raisons associées à ce pic de besoin de services pour la tranche d'âge moyen? Et pourquoi les questions sont plus prévalentes pour cette catégorie d'âge? Je pense qu'on a vu, en effet, en général, c'est entre 16 et 30 ans. C'est l'âge, la tranche démographique qui est la plus concernée par ces troubles. Et j'estime que c'est du fait qu'une fois que les personnes sont plus âgées, ils ont pu commencer à savoir comment gérer leurs conditions, mais lorsqu'ils sont très jeunes, adolescentes, où ils cherchent à être indépendants, le cerveau est en plein développement, vous cherchez peut-être à avoir des relations avec des autres, à peut-être avoir une propre famille, et c'est la raison pour laquelle ce genre de questions peut survenir pendant cette tranche d'âge. Mais une fois que les personnes passent un âge plus élevé, ils ont développé leur propre mécanisme pour faire face, et c'est la raison pour laquelle l'âge supérieur est moins concerné par ces troubles. Je crois qu'un aspect qui est très important, c'est comment gérer les jeunes, comment leur donner les différentes ressources. Nous avons deux spécialistes qui viennent de différents pays, au Royaume-Uni et en Autriche, mais est-ce que vous pouvez vous parler un petit peu de l'approche britannique? Je crois que c'est une question importante, surtout vu la pandémie. Le service de santé au Royaume-Uni a été très sollicité du fait de la pandémie et nous avons différents organismes, Changing Faces ou d'autres, où nous cherchons donc de nous servir de ces ressources, mais nous pouvons aussi avoir d'autres matières, d'autres moyens d'intervenir. Et nous cherchons à placer les personnes, tâcher de leur permettre bien se développer. Nous n'avons pas toujours le luxe de pouvoir offrir des interventions à plus long terme. Alors, Monsieur Platchford, voulez-vous donner votre perspective? Il n'y a pas de différence entre mon avis et l'avis qui vient d'être offert. Nous avons des patients et puis des initiatives. Nous avons des Patients Initiative. Ils nous soutiennent ici dans le secteur hospitalier et ils sont étalés à travers l'Autriche pour essayer d'identifier d'autres partenaires et d'autres psychologues, d'autres médecins qui peuvent offrir leurs services dans des régions rurales, par exemple, pour que ce ne soit pas simplement centralisé à Vienne. Il y a des Patients Organizations, c'est une organisation qui nous soutiennent dans la recherche et qui offre des interventions de groupe. Nous pouvons y offrir nos services et puis aussi mener nos recherches en s'appuyant sur les évidences et c'est un grand soutien en fait. C'est un défi majeur pour les patients en général pour essayer de trouver des professionnels en la matière qui ont une bonne maîtrise maîtrise de la situation et le fardeau que les familles portent. Nous avons ici une question. Si vous avez des opportunités limitées, comment pouvez-vous évaluer vos résultats? Comment vous savez, vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie, surtout que vous êtes en train de gérer ici un espace de temps très limité? Donc, c'est une question pertinente parce que la présentation que j'ai montrée, elle est large, c'est une masterclass dans nos services. Nous avons le GAD7 pour faire le dépistage concernant l'anxiété. Nous avons le Q9 et puis nous avons aussi, nous les utilisons au début et la fin de l'intervention pour voir s'il y a des changements fiables à prendre en considération. Donc, si vous avez, par exemple, des personnes qui viennent avec une différence visible, j'essaie de regarder leur niveau de stress
et leur niveau d'anxiété et puis à la fin d'intervention, nous essayons de faire de notre mieux pour gérer cela. Puis après, nous avons d'autres personnes qui souffrent d'autres difficultés, puis je leur demande de noter leur niveau d'anxiété et d'humeur de 0 à 10 et ils le font. Donc, on essaie toujours de faire de notre mieux pour gérer les données et c'est très important d'essayer d'avoir une évaluation qui est adaptée aux patients et que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de faire des choses qui sont utiles au service du patient. Est-ce que quel type d'intervention quels sont les genres d'interventions que vous mettez en place? Alors, en tant que psychologie au Royaume-Uni, je parle de thérapie essentiellement, mais j'encourage toujours les patients d'explorer d'autres interventions auprès de psychiatres, auprès de familles, auprès de médecins. On n'essaie pas, nous essayons de voir des impacts et puis voir quel est le type d'intervention qui est bon pour le patient. Voulez-vous rajouter d'autres points par rapport à ce qui a été dit? Je voulais vous donner l'opportunité d'intervenir. C'est un honneur de pouvoir arriver à la fin de cette intervention et puis d'être le dernier à finir. Alors, une chose et un élément central, un aspect central au sein de nos services repose sur le fait que la clinique des enfants, c'est une clinique où il y a le dépistage régulier et c'est très utile parce que nous pouvons toujours rajouter des évaluations spécifiques durant le développement et puis l'âge de 4 à 5 ans. Et puis après, nous allons une évaluation de suivi qui porte son attention sur les aspects divers, sur les tests psychologiques. Et ceci nous aide entre ces deux évaluations de voir ce qui est en train de faire, de donner les conseils nécessaires aux patients pour permettre une meilleure intégration tout au long de leur vie. Merci. J'aimerais exprimer mon appréciation à vous deux pour ces interventions et pour vos commentaires. J'aimerais donc clôturer cette session et je vous remercie. Merci encore une fois. Au revoir.